pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers amis. Alors quoi de neuf en ce 7 décembre 2024, ce samedi 7 décembre 2024? Eh bien, les troupes djihadistes, dites rebelles, de Syrie sont à 20 km de Damas, la capitale syrienne. Les troupes de Damas se débandent. Elles se débandent de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dû voir sur notre site Patreon, qui s'occupe, évidemment, de l'Ukraine et de la Syrie. Bien, à part ça, M. Trump est en train de voir aujourd'hui M. Zelensky à Paris. Que vont-ils se dire? Nous verrons bien. Et puis, les troupes russes continuent à avancer dans le Donbass. Bien, écoutez, voilà la revue de presse. Bonne lecture. Enfin, oui. Allez, au revoir. Bon week-end. Emmanuel Macron a réuni samedi Donald Trump et Volodymyr Zelensky en marge de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Le président français a d'abord reçu le président élu américain qui se déplaçait pour la première fois à l'étranger depuis sa réélection. Emmanuel Macron s'est ensuite entretenu avec le président ukrainien avant une rencontre trilatérale. Volodymyr Zelensky, qui a profité de son passage à Paris pour s'entretenir avec la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili et le chancelier autrichien Karl Nehammer, espère pouvoir continuer à compter sur le soutien américain après la fin du mandat de Joe Biden. Le président ukrainien veut aussi éviter que l'Ukraine soit lésée dans de possibles futurs accords de paix avec la Russie. On voit bien au cours de l'histoire comment des gouvernements en difficulté sur la scène intérieure cèdent souvent à la tentation de faire des aventures extérieures, des aventures militaires, pour essayer de faire l'union sacrée derrière eux. Le tsar l'avait fait en 1904 contre le Japon, ce qui avait donné une catastrophe en réalité, et ce qui avait été la première grosse alerte avec la révolution de 1905, enfin avortée, mais la première grosse alerte qui a précédé 1917 pour le régime. Là, Macron, on voit bien qu'il a ce même genre de tentation actuellement. Comme il est en pleine déconfiture sur la scène intérieure, que fait-il? Il parle d'envoyer des soldats français sur la scène ukraino-russe, donc d'engager à peu près directement la France dans ce conflit. Il dramatise à outrance. Alors, quand il y avait le Covid, il disait « nous sommes en guerre ». Alors, c'était le Covid. Mais en guerre contre qui? C'était le Covid. Mais alors là, maintenant, évidemment, avec la Russie, c'est beaucoup plus convaincant que le Covid, évidemment, pour effrayer les braves gens. Et il y a chez les Américains, alors, depuis qu'ils sont orphelins de l'affrontement Est-Ouest, effectivement, la tentation permanente de se fabriquer de nouveaux ennemis et d'entraîner à leur suite leurs vassaux européens. Et ça peut prendre tout cela une tournure dramatique. L'Ukraine continue d'être frappée par la Russie. Ces dernières heures, les attaques de Moscou ont fait une quinzaine de morts et une quarantaine de blessés. Ici, à Zaporijia, dans le sud du pays, le bilan des frappes de vendredi est monté à 10 morts et 24 blessés, selon le chef de l'administration militaire de la région. Les services de secours indiquent qu'un nourrisson de 4 mois et 2 enfants de 4 et 11 ans figurent parmi les blessés. La ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Kryvyi, a aussi été touchée. 3 personnes sont mortes et 17 autres blessées dans une attaque à la roquette, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk. Dans la région de Kherson, les autorités ont fait part samedi matin de bombardements russes sur des zones résidentielles. Bilan,
au moins 16 blessés. C'est-à-dire quand vous êtes dans les questions stratégiques et que tout à coup votre ennemi majeur disparaît, il y a deux solutions, soit vous en inventez, soit vous désarmez. Bon, on a fait les deux d'ailleurs, on a désarmé, mais surtout, les Américains, eux, qui étaient dans une position majeure, si vous voulez, ont eu deux penseurs qui ont structuré une grande partie de la réflexion stratégique, qui était Huntington avec le choc des civilisations. Comme par hasard, les entités menaçantes, c'était le monde islamique et le monde chinois. Ouais. Et puis vous aviez Fukuyama qui, lui, avait décidé la fin de l'histoire. Bon, pour un historien comme moi, c'est toujours un peu désespérant d'entendre quelqu'un qui dit que c'est la fin de l'histoire, parce qu'on pensait qu'il y avait toujours du boulot. Il disait d'ailleurs que le dernier homme serait soumis à l'ennui le plus profond. Oui, ben enfin, il a pris position pour la guerre en Irak, donc finalement, il a dû lui-même considérer que c'était pas aussi net que ça. Et surtout, le clash des civilisations a été traduit en 35 langues. Ça vous donne une idée, si vous voulez, de la puissance de ce qui était ce vide stratégique dans lequel ce délire sur le clash des civilisations a pu structurer une grande partie des débats. Bon. Après quoi, il y a eu le 11 septembre. Alors, tout à coup, le 11 septembre, c'est encore plus extraordinaire parce que l'ennemi est quelqu'un qu'il connaissait parfaitement. Ben Laden, quand même, c'est pas négligeable. Oui. 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre. Donc, deux choses. Il fallait une guerre, puisque l'Amérique en avait besoin. Il n'y avait jamais eu de guerre sur le territoire. Le dernier combattant de la guerre de sécession était mort en 1955. Donc, on manquait de problèmes, de menaces évidentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait donc 15 Saoudiens sur 19 et que en janvier 2002, Bush déclare l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il n'y avait ni Iranien, ni Irakien, ni Nord-Coréen dans les avions, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez un événement évident, si vous voulez, de fabrication de l'ennemi. Et puis à la suite de ça, ça a été les multiples interventions qui ont été faites, parce qu'il fallait une guerre pour les Américains. Ça ne pouvait se laver que dans une guerre. Donc vous voyez comment même dans une démocratie, on peut arriver à non seulement à ce mensonge extraordinaire, parce que rappelez-vous, la guerre d'Irak, c'était ce pantomime de Colin Powell avec sa petite fiole. Je me suis toujours demandé d'ailleurs ce qu'il y avait dans la fiole, parce que s'il avait laissé tomber dans l'Assemblée générale de l'ONU. La poudre de perlin. Du liquide vaisselle. Peut-être. Ouais, mais ça veut dire qu'on l'a manipulé, c'est un proche à lui qui l'a manipulé, puisqu'il a dit, il faut que tu montes ça à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais il paraît qu'il s'en est jamais remis. Ah ben ça, je le comprends. Ou alors, il y avait effectivement peut-être de l'alcool très fort, il en est resté sous. Mais c'est vrai qu'il a disparu de la scène politique. Donc c'était le principal concurrent de George Bush, puisque c'était le général victorieux. Comment l'éliminer, si ce n'est avec une manipulation de cette nature? C'est prodigieux. Hein. Voilà. L'expression Occident collectif, c'est une expression des Russes. On peut aussi parler d'Occident global. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grosso modo les États-Unis, l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Europe, l'Union européenne et les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, et puis des pays qui sont en Extrême-Orient, mais qui sont très clairement inclus dans cette sphère. Le Japon, évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors la Corée, normalement. Maintenant, vu ce qui se passe actuellement en Corée du Sud, la Corée du Sud, on peut se dire, est-ce que ça ne va pas changer des choses? Donc c'est grosso modo ce bloc de pays. Et puis, il y a les pays que l'on désigne du Sud global. Là aussi, c'est une expression, je dirais, à prendre quand même. Non, on fait un peu schématique, mais c'est obligatoire. Voilà. Là, oui. Alors, grosso modo, une manière de concevoir le Sud global, c'est tous les pays qui font pas partie de l'Ouest global. Voilà, c'est tout le reste. Après, on voit bien qu'il y a une différence entre des pays qui, en fait, ont acquis une certaine puissance industrielle depuis maintenant assez longtemps. La Chine, la Russie, évidemment. L'Inde. Alors, l'Inde est encore intermédiaire. Elle a malgré tout des caractéristiques de pays en voie de développement aussi. Il y a, l'Inde, il y a au moins 2 Indes, peut-être même 3. Il y a une Inde qui est très développée, une Inde qui est en plein dans les technologies de pointe. L'Inde de Bangalore, l'endroit où il y a toutes les industries électroniques. L'Inde de Bombay, qui est Mumbai, qui est l'un des principaux marchés financiers au monde. Et puis il y a une Inde rurale, une Inde agraire. Certes, qui progresse. Donc voilà. C'est un continent, l'Inde aussi. Bien sûr, c'est un continent. C'est désormais le pays le plus peuplé du monde. Ils sont passés devant la Chine. C'est 1,5 milliard d'habitants. Donc voilà, c'est un monde en tant que tel. Mais ils font partie. Alors justement, je voulais ils font partie des BRICS. Il semblerait qu'il y ait une vacance du pouvoir à la Maison-Blanche, étant donné que le président Biden est très sénile maintenant. Il semblerait que notamment les gens du département d'État
qui sont des civils, soit des bouts de feu. Le Pentagone essaie de tempérer les choses, puisqu'en fait, il semblerait que dans l'État américain actuellement, les militaires du Pentagone soient plutôt modérateurs. Et ce sont plutôt les civils de ce qu'on pourrait appeler l'État profond qui sont les va-t-en-guerre. Alors c'est souvent comme ça dans l'histoire, Pierre Conessa, qui est un grand historien, le sait, c'est souvent les civils les plus foudres de guerre, parce qu'ils n'ont jamais vu un pauvre gars se tordre de douleur les boyaux à l'air pour avoir reçu un éclat d'obus dans le ventre, etc. Donc pour eux, c'est une abstraction. D'ailleurs, certains n'ont même pas fait leur service militaire. Oui, et d'ailleurs, on voit sur LCI, par exemple, surnommé LCU, la frénésie guerrière qui animait encore il n'y a pas très longtemps ce plateau, maintenant passablement déconfit. Parce qu'en effet, ce plateau annonçait la déconfiture des Russes, la victoire glorieuse des Ukrainiens, etc. Et puis, depuis quelque temps, tout de même, les évidences s'imposent et ils sont obligés d'admettre que l'armée ukrainienne est en pleine déconfiture, que les Russes sont en train de gagner la guerre. Alors maintenant, au triomphalisme ont succédé des airs penauds, disons. Mais enfin, il y a une hystérie guerrière qui s'est emparée de l'Occident et c'est absolument ahurissant. Le complexe militaro-intellectuel. Intellectuel. Ah oui, oui. Il se passe au moment de la guerre du Golfe, un basculement très important, puisque c'est la première guerre post-guerre froide, coalition de 35 États quand même, chose qui aurait été inimaginable à l'époque du bilatéralisme. Et on va défendre la grande démocratie qui est le Koweït, attaqué par cet ancien moderniste devenu dictateur néo-Hitler, si vous voulez, qui est Saddam Hussein. Donc, j'insiste là-dessus, parce que, si vous voulez, le qualificatif du bien et du mal, quand c'était la guerre contre l'Iran, Saddam Hussein était le moderniste. C'est ça. Le Koweït, évidemment, a toujours été une grande démocratie, donc ça ne posait pas problème. Ouais. Pour les Irakiens, le Koweït, c'était la sécession que les Anglais avaient imposée à l'époque de l'Empire ottoman. Donc leur légitimité historique à eux, c'était de dire c'est théoriquement le 20e État membre. Deuxième remarque, effectivement, cette guerre est une guerre programmée, annoncée, 6 mois de préavis. Donc toutes les chaînes de la planète peuvent s'installer effectivement en Arabie Saoudite pour filmer l'événement annoncé. Et effectivement, le jour J, l'événement commence. Sur Bagdad. Alors, il y a toute la problématique qui va autour, puisque c'était la 4e armée du monde. Je ne sais pas qui fait les classifications, je n'ai jamais réussi qu'à savoir qui était la 3e. Mais la 4e, c'était... C'était pas nous, c'était la France à l'époque, non? Bon, attendez, vous allez un peu vite là. À l'époque. Non, personne n'a jamais su qui était la 3e, parce qu'il y en avait qui disaient c'est les Chinois, d'autres qui disaient c'était bon. Et donc, cette 4e armée du monde va être défaite en 120 heures. 120 heures, il y a tromperie sur les marchandises, toutes les chaînes de la planète sont là, on est là pour filmer, etc. Bref. Alors, s'installe à ce moment-là quelque chose qu'on a tous connu, c'est-à-dire que nous, on rentrait à midi pour écouter la 5 et CNN. C'était les deux chaînes d'infos en continu. Et la 5 avait commencé sa carrière sur ce sujet-là. Donc, tous les midis, il fallait créer de l'information. Alors, il y avait la femme qui s'était perdue dans le désert, il y avait le contingent français, etc. Mais donc, cette division d'Aguet. Oui, et donc il y a cette idée que, si vous voulez, il y a une production d'information. Il faut produire de l'information. Bref, quand la guerre se termine, donc, il y a cette espèce d'hubris guerrière qui va saisir les Occidentaux en disant, voyez, nous avons les moyens militaires de gérer les crises sur la planète. Bon. Ce que personne ne dit, c'est qu'il y a environ 400 crises à la surface de la planète, donc il faut bien faire un ordre hiérarchique quand même, vous ne pouvez pas les gérer toutes. Et donc c'est là que vous allez avoir ce complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire des gens qui vont venir sur les plateaux télé, on en a quand même 4 aujourd'hui de chaînes d'infos en continu. Hein. Et si vous considérez que sur une heure de plateau de chaîne d'infos en continu, vous avez à peu près un quart d'heure, 20 minutes d'information et de publicité, le reste, ça doit être du débat. Bon, il vous faut donc trouver, si vous voulez, sur un débat, quel que soit le sujet, 4 experts que vous allez garder, il vous faut les 4 chaînes, comme c'est toujours la même actualité, au fur et à mesure, vous voyez que vous consommez rapidement le réservoir. Et donc, vous devenez expert si vous apparaissez à la télé, et non pas parce que vous savez. Hein, donc on va aller chercher des experts de plus en plus éloignés du sujet, mais ça ne fait rien, on peut toujours raccrocher. Donc il y a une mécanique qui s'est installée et sur laquelle on fonctionne toujours. Hein. Ils arrivent à être experts, vous savez, d'un sujet à l'autre, parce qu'il faut tuiler des fois. Ouais, alors le narratif de la guerre arrive, mais les médecins sont encore compétents, au moins le temps qu'on trouve les bons experts. Ah oui, bien sûr. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir une chaise vide sur un plateau télé. Et puis alors, deuxième mécanique, si vous voulez, du plateau télé, c'est qu'on vous fait venir pour que vous disiez ce qui va se passer.
Si vous dites « je n'en sais rien », vous n'êtes plus invité. Très mauvais client. Alors c'est là qu'apparaissent, si vous voulez, des personnages comme Bernard-Henri Lévy, parce que lui va être le couteau suisse de toutes les crises. Lui, il va effectivement créer cette idée qu'après tout, le BHL peut répondre à tout. Et c'est lui qui va quand même créer la crise en Libye, quand même. Donc il aura du succès, cet homme. Bah, évidemment. Et effectivement, il a créé cette espèce de pagaille dans laquelle vit toujours ce pays. Oui. Et 2 ans après, il fait dans une déclaration « Tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous êtes face à des individus comme ça, que voulez-vous dire? Je pense que la fake news, il faut bien la distinguer des autres formes de désinformation. C'est-à-dire qu'on peut nous dire parfois que une information correcte serait interprétée de façon erronée. Je pense qu'il faut réserver le terme fake news à des mensonges délibérés et fabriqués, comme les 40 bébés décapités durant le 7 octobre, comme des images qui disent montrer des Ouïghours maltraités par le régime chinois, mais qui viennent en réalité d'autres pays. Comme un exemple qu'on a développé dans le livre Ukraine, la guerre des images, on nous montre dans le Donbass des gens en train de brûler des livres, et on nous dit voilà, ils brûlent les livres ukrainiens. En réalité, c'est l'inverse, et c'est une manifestation avec un faux auto-da-fé pour dénoncer justement le fait que les livres d'histoire sont détruits par le régime de Kiev. Il y a aussi l'histoire de l'île aux serpents, soi-disant des gardes frontières ukrainiens qui auraient résisté héroïquement à l'invasion russe et qui auraient tous été exterminés. Zelensky diffuse tout ça. Et en réalité, c'est faux. Ils ont été capturés, ils sont bien gentiment traités, on donne à boire et à manger, ils seront libérés. Et donc, les fake news, c'est évidemment ce qui frappe, c'est le plus spectaculaire, et la triche se voit très rapidement. Mais en réalité, c'est juste, je dirais, la pointe émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que, en fait, il y a un ensemble de désinformation qui peut se faire aussi tout simplement en cachant les faits qui dérangent, en cachant les causes des faits qu'on montre. Et donc, je crois que c'est important de ne pas s'obnubiler sur les fake news comme si c'était le seul problème de la désinformation. Ça contribue à une forme de propagande, hein, mais au même titre, j'imagine que vous en parlez dans le livre Lee War, mais de toute la machinerie des blockbusters américains qui ont fait accepter à la population ce que vous souleviez tout à l'heure par rapport à la guerre. On est devenu plus guerrier parce qu'on voit des images comme celle-là. Et il y a une caractéristique des blockbusters américains. Là, je suis en train de finir un article justement sur 3 d'entre eux qui sont les plus intéressants parce que ce sont ceux qui n'ont jamais fait la guerre. C'est-à-dire, vous avez Schwarzenegger, non pas Schwarzenegger, vous avez l'autre, Stallone. Sylvester Stallone, oui. Stallone, vous avez, je suis désolé, j'ai plus la mémoire des noms, mais enfin bref, je me suis amusé à faire l'historique des films qu'ils ont faits. Oui. Alors Stallone est le plus intéressant parce que lui, c'est la création du super-héros. Rambo. Rambo, premier film, c'est l'ancien combattant qui rentre, le pays ne veut pas en entendre parler, bref. C'est ça. Il y a un shérif qui le maltraite, et ben finalement il se venge, il rase le village. Enfin bon, c'est pas grave, c'est un petit village de l'État de Washington, c'est pas dramatique. Mais le film suivant, il va retrouver sa légitimité de combattant, puisque là on va venir le chercher pour lui demander d'aller libérer les pilotes que ces salauds de Vietnamiens n'ont jamais libérés. Alors là, je crois qu'il n'en tue que... Alors dans le premier film, dans le premier Rambo, il n'y a qu'un mort, mais c'est passé un type qui tombe d'un hélicoptère. Il y est pour rien. Hein, bon. Deuxième film, j'avais compté, je crois qu'il était à 56 morts. Inflation. Hein, un peu de tous les moyens, parce qu'il faut quand même que ce soit un éventail d'utilisation d'armes. Et puis ça va croissant, c'est-à-dire que le dernier, je crois que c'est John Rambo, il doit tuer à peu près 250 personnes, mais comme il utilise de la dynamite et de la mitrailleuse, c'est difficile de compter le nombre de morts. Vous y êtes essayé, en tout cas. Et oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, au bout du compte, vous savez qu'avec un type comme ça... Alors moi, une fois, j'avais proposé dans une émission que si on envoyait Rambo et BHL en Afghanistan, normalement, à eux deux, ils devraient résoudre la crise. Oui. La désinformation, c'est faire en sorte que les gens ne savent pas les choses importantes qui se passent et ne comprennent pas les enjeux et ne comprennent pas l'information. Ça, c'est la désinformation. La propagande de guerre, c'est vendre une guerre qui est en réalité une guerre pour le fric, comme si c'était une guerre noble, et c'est les 5 principes de la propagande de guerre que j'ai pris comme guide de lecture dans un conflit, même quand on le connaît pas bien. 1, cacher les intérêts. 2, cacher l'histoire, c'est-à-dire
qu'est-ce que les régimes colonialistes ont fait dans cette région qui a provoqué la pauvreté, la division, etc. 3, diaboliser l'adversaire en présentant des images d'atrocités qui sont soit réelles, soit fausses et fabriquées. 4, inverser l'agresseur et l'agressé, je pense à Israël et la Palestine. Et 5, monopoliser l'information et le débat, c'est-à-dire empêcher l'autre version d'atteindre le public. Là, on a un ensemble des principes de la propagande de guerre, et les fake news ne sont, comme je le disais, qu'un point précis, spectaculaire là-dedans, mais même pas le plus important. Mais effectivement, ils ont créé leur mythologie. Un peu comme les Grecs. Les Grecs avaient leur dieu, ils avaient Jupiter, avec les bons côtés, les mauvais côtés. Ils avaient des problèmes psychologiques. Voilà, on a très exactement la même chose depuis les années 50. Bon, ça a un petit peu commencé avant, mais alors Iron Man, Superman, Spider-Man, etc. Donc ils incarnent tout ce camp du bien. Généralement, ils sont tous issus des États-Unis. Voilà. Ils luttent contre des méchants. Parfois, on croit deviner des Russes ou des anciens soviétiques. Voilà. Mais surtout, ils ont créé tout un narratif autour de ça, et ça a bien pris auprès de la jeunesse. Le cas de Naïra, bien sûr, c'était une fake news aussi, comme les 40 bébés décapités. Là, c'est encore plus grave, les 40 bébés décapités, parce que c'est carrément Biden qui le reprend. On a Biden qui dit « j'ai jamais vu ça, c'est horrible, etc. » Alors que même la presse israélienne, comme Haaretz, commençait à dire « non, en fait, c'est bidon. » Alors, il prenait toutes les pincettes nécessaires, parce qu'il savait très bien qu'il se ferait écarteler s'il le faisait pas, mais bon, Haaretz, en substance, a dit « c'était faux ». Et ben au même moment, on a Biden qui disait c'était vrai, puis j'ai jamais vu d'images aussi choquantes. Donc ça, c'est la fake news de qualité. C'est vrai, c'est frontal. C'est comme les puces électroniques que les Russes prenaient dans les machines à laver. C'est comme le fantôme de Kiev qui n'a jamais existé, etc., etc. On peut en sortir des tonnes. Et encore une fois, les couveuses de Naïra qui n'était donc évidemment pas une jeune enfant koweïti et qui déclarait avoir vu des soldats irakiens jeter les bébés par terre. Donc ça s'appelle la pédophrastie, et Nassim Nicolas Taleb a très bien codifié ça. La pédophrastie, c'est quand on utilise les enfants pour empêcher les gens de réfléchir. Regardez, vous pouvez rien dire, vous êtes forcément un barbare si jamais vous critiquez le coup des couveuses de Naïra. Maintenant, la désinformation, en effet, a tout un arsenal. Ce qui est intéressant, c'est le décalage entre des faits historiques et la prise en compte par Hollywood. Par exemple, vous avez un épisode terrible qui s'appelait, ce que les Indiens ont appelé la marche des larmes. C'est-à-dire, je crois qu'ils ont obligé les Cheyennes de Floride à partir complètement dans le Nebraska à pied. Les mecs, prenez vos affaires, vous partez. Et la moitié sont morts en route. Bon. Hollywood a mis à peu près 20 ans à faire un film là-dessus. C'est-à-dire à considérer que c'est assez ignoble d'avoir procédé comme ça. Mais vous voyez ce décalage, ça veut dire que pendant 20 ans, tout le monde considérait que c'était une suite logique, puisqu'il fallait se débarrasser d'un ennemi, mais sans l'éliminer. Il fallait simplement le faire aller vivre dans une région qui n'avait rien à voir avec sa culture. Donc, je pense que j'aurais pu trouver des films un peu de même nature en France à l'époque coloniale, si vous voulez. Mais c'est vrai que par rapport à la machinerie que représente Hollywood, on est des amateurs, quoi. On n'a pas les moyens, on n'a pas. Juste une James Bond, parce que même si c'est britannique, c'est quand même là, il y a la fabrique de, c'est tout le méchant est quand même toujours un peu le super méchant. D'ailleurs, c'est souvent c'est tentaculaire, une sorte de pieuvre. Vous êtes à la fois sur un État qui est ciblé ou une identité, et en même temps quelque chose. Ils ont inventé un ennemi là, parce qu'il fallait de complot. C'était comment il s'appelait l'ennemi de James Bond? C'était. Il y avait. Non, c'était pas les Russes. Hein, on était déjà. Certains avaient un peu une tête de Russe, mais sinon vous aviez dans Octopussy, c'est une sorte de pieuvre, vous savez. Mais ça, c'est une autre catégorie, c'est-à-dire le film d'espionnage, c'est-à-dire le moment où on considère qu'effectivement il y a un monde secret, qu'après tout on peut avoir la belle gueule de James Bond et on peut avoir plein de femmes dans son lit, etc. Mais c'est pas grave, ça reste un monde secret, si vous voulez. Donc vous voyez ce décalage entre une certaine réalité exposée et puis le facteur attractif du film de James Bond, c'est-à-dire le personnage est sympathique, il a une belle gueule, et là, les femmes sont jolies, enfin bref, il a une vie facile. Moi, j'ai été un service de renseignement, les frais de mission, ça marche pas comme ça. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait rien, vous vendez un mythe. Le Spectre, l'organisation. Ah, le Spectre, voilà, c'est ça. Mais il est vrai qu'effectivement, le cinéma s'est structuré dès ses débuts, principalement Hollywood, même s'il a été inventé en France. Mais très vite, c'est les Américains, c'est Hollywood qui l'ont monopolisé presque. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, alors qu'on est en plein procès de Nuremberg, on va juger donc les chefs nazis pour tout ce qu'ils ont fait, déportation, extermination, etc., etc. Pendant qu'il y a le procès, il y a les émeutes de Sétif, 3000 morts, il y a le bombardement d'Haïphong, 6000 morts. C'est-à-dire que nous commençons la recolonisation
en plein milieu. Et on va pratiquer pendant les guerres de recolonisation les mêmes horreurs que ce qu'on va juger sur les chefs nazis. Et pour ça, il n'y aura jamais de procès. Puisque, encore une fois, nous sommes le bien. C'est ça. Et évidemment, tous les colonisés n'attendaient que nous. C'est l'axiome. Et puis ensuite, on va se débarrasser des colonisés qui ont cru. Puisque, rappelez-vous, il y a les Harkis, il y a les Vietnamiens, les Boss People, etc. C'est-à-dire tous ces gens qu'on va abandonner en disant, bon, c'est vrai qu'on s'est gouré, mais enfin, tant pis pour vous, quoi. Et là, aujourd'hui, vous avez encore un hommage aux Harkis aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Vous savez qu'il y avait une instruction, je crois que c'était le père Jox, qui était mis à l'intérieur, qui interdisait que des Harkis puissent venir en France. Il avait demandé qu'on ne les aide pas. Il pénalisait le fait d'aider les Harkis. Si vous voulez, je peux le répéter doucement quand même, parce que c'est quand même étonnant. Étonnant. Voilà, donc c'est pas la mauvaise conscience qui nous occupe. Hein, je vous rassure, on est le camp du bien, ça fonctionne bien quand même. Sur le cas de la sénilité de Biden. Bon, Biden était sénile. N'importe qui pouvait le voir. Mais vraiment n'importe qui. On avait tout un tas de preuves de ça. On avait même Camilla Parker Bowles, maintenant la princesse Camilla, qui avait déclaré qu'il avait lâché des flatulences en plein dîner royal et qui contrôlait même plus ses fonctions corporelles. Bien entendu, il contrôlait pas non plus ses fonctions cognitives. On pouvait le savoir depuis 2020, ça. Eh ben, on a eu vraiment un terrorisme intellectuel, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, un terrorisme intellectuel pour attaquer quiconque dirait la vérité, c'est-à-dire que Biden était complètement aux fraises et qui, du coup, il ne dirigeait pas les États-Unis, parce que en étant dans cet état cognitif-là, il ne pouvait pas diriger les États-Unis, ce qui est gravissime. L'affaire du portable de Hunter Biden, elle a été présentée comme une fake news. Elle a été présentée même comme une intoxication russe. Vous avez 50 agents de renseignement américains qui ont signé que c'était une intoxication russe. Bon, bah, ces gens ont menti. Bon, ils ont signé, ils ont utilisé leur autorité. Ces gens ont menti frontalement. Ça, c'est une fake news. Et c'est vraiment dans le read-checking, la capacité à passer derrière les fact-checkers, la capacité à dire ce fact-checker a menti. Je donne un autre exemple qui pour moi est vraiment marquant. Je l'ai cité dans ma conférence sur la presse au XXIe siècle. On avait un article de fact-checking dans Reuters qui disait « Non, Joe Biden n'était pas ami avec un grand sorcier du Ku Klux Klan ». Parce que Joe Biden, homme de gauche, rien que ça, c'est une fake news. Enfin, on parle du type qui a organisé l'évasion fiscale dans le Delaware pendant 40 ans, et on parle d'un type qui était très pote, en effet, avec des suprémacistes blancs, mais surtout, qui avait dit « Si on continue comme ça, mes enfants grandiront dans une jungle raciale ». Il a quand même fait cette déclaration pour un démocrate. Un démocrate pouvait faire ça au 19e siècle du temps de l'esclavage, moins maintenant. Eh ben, cette fake news, donc, non, Joe Biden n'était pas ami avec le grand wizard du Ku Klux Klan. Bah, j'ai vu un article de fact-checking de Reuters qui disait ça. Alors je lis l'article et je vois que l'article dit en fait le monsieur dont Biden a serré la main, dont il est allé aux obsèques, n'était pas grand wizard du Ku Klux Klan. Alors je me dis bah c'est très bien, c'était en effet une erreur, alors il faut bien le corriger. Puis l'article continue, il dit il n'était que cyclope exalté. Oui, parce que dans la hiérarchie du Ku Klux Klan, en cyclope exalté, on comprend bien que tout le monde connaît la hiérarchie du Ku Klux Klan. Vous la connaissez, Michel la connaît. En fait, tout le monde connaît la hiérarchie du Ku Klux Klan par cœur. Donc il y a en effet, une vraie différence entre être grand wizard ou cyclope exalté. Et Reuters donc titre non virgule le fameux, la fameuse barrière intellectuelle, parce que vous savez, c'est comme un feu rouge. C'est comme ça que fonctionne le fact-checking. Il fait un feu rouge en disant n'allez pas par là. Ça c'est rouge, ça c'est orange, ça c'est vert. Et en créant ce feu rouge, il empêche les gens d'aller sur la voie de la vérité. Donc cet article de fact-checking mettait un feu rouge, alors que oui, factuellement, en effet, Joe Biden était ami avec un haut cadre du Ku Klux Klan. Renseignement pris, il n'avait jamais été dit que ce haut cadre était Grand Wizard. On se demande même si c'est pas Reuters qui a inventé ce terme de Grand Wizard pour pouvoir le contredire, justement, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du cyber blurring, qui est une autre technique de désinformation, le cyber blurring. Et ces méthodes en fact-checking sont très fréquentes.
On les a vus sur Klaus Schwab, quand les gens ont voulu rappeler que Klaus Schwab, son père, était un industriel décoré par le Troisième Reich, qui faisait des lance-flammes avec de la main-d'œuvre concentrationnaire pendant la guerre. Eh ben, les fact-checkers ont tenté de désorienter les gens, en sortant une photo qui avait rien à voir d'un type qui ressemblait vaguement à Klaus Schwab en uniforme nazi, en disant non, cette photo n'est pas le père de Klaus Schwab, d'accord. Donc tout le reste était faux. Alors, oui, parlons un peu de ces fameux BRICS. On en a déjà beaucoup parlé, et on va parler de ce que vous dites, parce que vous incitez beaucoup dans votre livre sur cette nouvelle banque du développement qui va jouer un rôle non négligeable. Et pour le reste, alors, qu'est-ce que représentent aujourd'hui les BRICS? Ça fait une dizaine d'années qu'ils existent, une quinzaine d'années. Qu'est-ce que, aujourd'hui, en 2024, fin 2024, c'est quoi les BRICS? Alors, c'est déjà plus que le G7 au niveau de l'économie mondiale. On peut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, et même pratiquement depuis 2018. La bascule s'est faite en 2017-2018. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les BRICS, qui au départ était simplement un regroupement de pays qui demandaient à être reconnus à leur taille normale. Et dans le système occidental. Mais qui pensaient rester dans le système occidental, aujourd'hui se présente en fait comme une alternative. Alors, soit une alternative pour améliorer le système global, soit une alternative pour remplacer le système global d'origine occidentale. Il joue sur cette ambiguïté. Très clairement, les Chinois et les Russes sont plutôt pour dire, bon, on va le remplacer. Oui, enfin, on entend ça, c'est l'alternative. On va créer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre économique. L'Inde, le Brésil sont plutôt sur la position qui consiste à se dire, non, nous pouvons l'améliorer, mais quand vous regardez les choses concrètes, cette amélioration n'est pas si différente d'un remplacement. Des peupliers du désert, des sacsoules, des saules rouges et plusieurs autres espèces végétales ont été plantés sur des terres sablonneuses dans le district de Utienne, à la limite sud du désert, marquant l'achèvement du dernier tronçon de la ceinture verte. Le Taklamakan couvre 337 600 km² et sa circonférence mesure 3046 km, ce qui en fait le plus grand désert de Chine et le deuxième plus grand désert flottant du monde. Il a fallu plus de 40 ans pour entourer entièrement le désert d'une ceinture verte. À la fin de l'année 2023, une ceinture verte de 2761 km de long reliait les oasis éparses et il ne restait plus que le dernier tronçon le plus difficile. Ce dernier tronçon, d'une longueur d'environ 285 km, traverse la partie méridionale du désert et est confronté aux risques les plus importants liés au vent et au sable. Ensuite, nous nous concentrerons sur la gouvernance environnementale globale du désert du Taklamakan, en combinant les efforts biologiques et techniques de fixation du sable avec des projets photovoltaïques et des fermes solaires. Nous continuerons à élargir la ceinture verte pour empêcher la propagation des sources de sable et forger une barrière solide pour verrouiller hermétiquement le désert du Taklamakan. Parallèlement à la ceinture verte, des efforts ont été déployés pour promouvoir le développement des industries du sable, telles que la culture de la cistanche et d'autres cultures, au profit des résidents locaux. Au cours de la lutte contre la désertification, nous avons progressivement testé la plantation de sacsoules, de saules rouges et de jujubier ziziphus. Les agriculteurs pourront acquérir des revenus à la fois des cistances d'herbes dans le sol et du jujubier ziziphus dans les arbres. À partir du printemps prochain, les agriculteurs locaux cultiveront des herbes chinoises dans la région, telles que la racine d'isatis et la réglisse chinoise. Les habitants de la préfecture de Hotan manquent de ressources en terres arables, mais après la transformation des terres désertifiées, ils peuvent faire pousser des plantes et augmenter leurs revenus pour s'enrichir. C'est une approche qui convient à notre préfecture, tant pour la lutte contre la désertification que pour le développement industriel. Le projet de contrôle du désert du Taklamakan fait partie du programme forestier chinois des 3 brise-vents du Nord, le plus grand programme de boisement au monde, pour lutter contre la désertification. En juin 2023, la Chine a proposé de transformer ce programme en une grande muraille verte, entièrement fonctionnelle et incassable, et en une barrière de sécurité écologique dans le nord de la Chine. La zone de boisement prévue par le programme devrait s'étendre sur plus de 4 millions de km² dans 13 régions de niveau provincial d'ici 2050, soit 42,4% de la superficie totale de la Chine. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a échappé de peu à la destitution samedi, après le boycott du vote par les élus de son parti.
200 voix étaient nécessaires pour valider la motion de destitution. Mais seuls 195 députés se sont présentés dans l'hémicycle, rendant le vote invalide. L'opposition sud-coréenne avait appelé à la destitution du président après que ce dernier a tenté d'imposer la loi martiale mardi soir, avant de revenir sur sa décision quelques heures plus tard. Avant le vote de samedi, Yoon Suk-yeol a présenté ses excuses à la population et affirmé qu'il fera face à toutes les conséquences juridiques de sa décision. Si les rebelles parviennent à s'emparer de Homs, eh bien, ils couperont la route entre Damas et Latakia sur la côte méditerranéenne, fief historique de la communauté alaouite dont est issue la dynastie Assad. La situation semble un peu confuse autour de la ville de Homs. Très tôt dans l'après-midi, l'OSDH annonçait que les forces régulières syriennes l'avaient évacuée, démenti aussitôt du ministère de la Défense syrienne. Mais pour l'instant, l'armée syrienne ne semble réagir qu'avec des raids aériens sur les positions rebelles qui, elles, sont très mobiles, qui se sont par ailleurs emparées de matériel de l'armée qu'elle a abandonné dans sa débâcle. Le chef du HTC a clairement affirmé, vous l'avez dit, que l'objectif de la rébellion islamiste était de faire tomber Bachar al-Assad, un objectif qui semblait totalement irréalisable il y a moins d'une semaine et qui semble maintenant plus impossible, d'autant que les rebelles sont aussi actifs dans le sud du pays. Ils ont pris plusieurs localités autour de Deraa, vous savez, cette ville d'où est partie la révolution syrienne en mars 2011. Ils contrôleraient même un poste frontière avec la Jordanie. En bref, l'armée régulière syrienne est en recul sur tous les fronts, au nord, à l'est et au sud. Donc Bachar al-Assad est en position difficile. C'est une offensive éclair. Oui. Tu vas pouvoir nous en parler. Il y a une interview que tu n'as peut-être pas eu le temps de lire du prochain conseiller Proche-Orient de Donald Trump dans Le Point, qui dit des choses que je crois extrêmement importantes sur la stratégie qui va être suivie par Trump au Proche-Orient, qui explique notamment la stratégie israélienne de mon point de vue et la stratégie iranienne. Il explique quelles sont les relations aujourd'hui entre Trump et l'Iran. En tout cas, il en dit quelques mots qui me paraissent très importants. Ce conseiller de Trump parle de l'accord de cessez-le-feu, de ce qu'il contient. Eh bien, on t'écoute, Thierry, sur tous ces sujets. Parle-nous d'abord de la Syrie, parce que on s'y attendait pas avec autant de rapidité. Oui, je pense vraiment que c'est une surprise pour absolument tout le monde. En fait, depuis plusieurs années, il y a des groupes djihadistes qui ont été fixés à Idlib, c'est-à-dire au nord-ouest en Syrie. Et ces groupes vivent là sans désarmer. Ils sont structurés par l'armée turque qui les entoure et qui est présente sur place. Chez eux, on ne peut plus commercer avec des livres syriennes, on doit avoir de la monnaie turque. C'est donc devenu une excroissance de la Turquie. Idlib s'est tenu par quelle force aujourd'hui? Des djihadistes? Des Kurdes? Non. Ce sont des djihadistes. Et alors on dit HTC, c'est un groupe qui... ils se sont détachés d'Al-Qaïda en 2016 pour faire plus présentable. Mais ils n'ont jamais vraiment rompu avec Al-Qaïda. Et en fait, ce groupe s'était lui-même détaché de Daesh avant de se détacher d'Al-Qaïda. Voilà. Mais en fait, c'est toujours la même idéologie et ce sont les mêmes hommes. C'est eux qui égorgeaient les gens et qui aujourd'hui disent qu'ils sont très propres sur eux. C'est eux qui mangeaient des êtres humains. Mais aujourd'hui, ils disent que non, c'est pas vrai. Pourtant, ce sont les mêmes personnes. Donc, ces djihadistes qu'on nous présente à la télévision ici comme l'opposition à Bachar el-Assad, alors je ne sais pas si vous accepteriez qu'on dise que les gens qui ont fait l'opération au Bataclan, c'est l'opposition au gouvernement français. Je ne pense pas, quoi.
Mais c'est pourtant ce qu'on vous dit ici à la télévision. Et bientôt, on dira l'opposition modérée, je n'en doute pas. Hein. Bon. Donc, ces gens, effectivement, quand ils sont arrivés à Alep, ils ont dit qu'ils venaient pour libérer la ville du méchant dictateur et ils ont évité d'écraser les autres et de découper les gens en morceaux, de les piétiner, etc. D'accord. Donc, depuis une semaine, ils n'ont pas commis de crime visible. Mais ces gens ont un très très lourd passé. Et je ne pense pas que ça puisse évoluer. Vous savez, quand un chien mort, on dit qu'il faut l'abattre. On ne peut pas faire évoluer le chien. Hein. Et là, ce sont des gens qui ont commis des crimes absolument insoutenables. Une statue de Hafez al-Assad déboulonnée à Deraa. Vendredi, les rebelles ont repris cette ville du sud, considérée comme le berceau de la révolution syrienne. Aussitôt, à la prison centrale, les détenus sont libérés. Après Alep et Hama au nord, Deraa est la troisième ville d'importance à échapper au régime. Située à 150 km de la capitale, Homs pourrait tomber elle aussi. Épaulé par la Russie, le régime bombarde sans parvenir jusqu'à présent à stopper la progression de son ennemi. Démoralisée, l'armée syrienne commence à subir des défections alors que le groupe rebelle multiplie les appels à lâcher le régime. J'appelle le ministre de la Défense et toutes les milices du régime criminel à quitter ce gang qui a lié le sort de tout un peuple à celui des membres de la famille dirigeante ou bien à attendre votre propre sort. Des rumeurs courent selon lesquelles la famille présidentielle aurait déjà quitté le pays. La chute de Damas ne paraît plus impensable. Dans la capitale, des personnels des agences étrangères auraient commencé à plier bagages, assure cette journaliste. Tout à l'heure, je suis tombée sur de nombreux membres du personnel de l'ONU qui quittaient l'hôtel alors que je marchais. Presque toutes les agences de l'ONU évacuent en ce moment. 13 ans après le début de la guerre, le pays est à un nouveau tournant. Alors que les puissances régionales sont réunies ce samedi à Doha, le Qatar a tiré à boulet rouge sur le président syrien. Assad n'a pas saisi l'occasion de dialoguer et de rétablir la confiance avec son peuple. Et nous n'avons vu aucune initiative sérieuse sur le retour des réfugiés ou la réconciliation avec son propre peuple. Le conflit en Syrie a fait plus d'1 demi-million de morts et fragmenté le territoire en zone sous l'influence de puissances rivales. Mais qui les a armés? Parce que pour mener une opération comme ça se prépare, il faut des soutiens. D'abord, ils n'ont pas de nouveaux véhicules, parce que le Daesh, quand ils étaient arrivés avec des véhicules flambant neufs qui venaient directement, qui avaient été payés directement par le Qatar. Et là, ça a été payé par le Qatar, mais avec des anciens véhicules et des armes neuves. Alors, ils ont des armes toutes neuves et, surprise, ils ont énormément de drones. Des drones high-tech qui sont manœuvrés par des conseillers militaires ukrainiens. Donc, le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient se sont visiblement liés. Deux fronts d'une même guerre, au fond. Deux fronts d'une même guerre. Donc ça, c'est la première remarque. Il n'y a plus deux guerres distinctes. C'est toujours la même disposition. Il y a des islamistes qui reçoivent de l'argent du Qatar au nom des États-Unis et d'Israël. Il n'y a qu'ici que l'on pense qu'il y a un conflit des civilisations. Quand on est au Moyen-Orient, on se rend compte que les djihadistes tuent d'abord des musulmans, bien avant de tuer d'autres confessions. Et qu'ils sont armés par l'Occident. Et qu'ils sont armés par l'Occident. Et pour moi, le symbole, c'était le prédicateur des frères musulmans, quand il était sur Al Jazeera, qui disait que si Mahomet vivait aujourd'hui, il aurait soutenu l'OTAN. Le Conseil des ministres se tient ce samedi dans la caserne Benoît Barakat dans la ville de Tyr.
Cette réunion sera consacrée à deux principaux sujets, le déploiement de l'armée libanaise au sud du Litanie, ainsi que les mécanismes et les procédures relatives à la reconstruction des zones détruites durant la guerre. Un cahier des charges relatif à l'évaluation des dégâts, au déblaiement des décombres et aux travaux de reconstruction sera élaboré conformément aux dispositions des lois sur les marchés publics. Il convient de noter que le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, participe à cette séance qui devrait être décisive pour l'étape à venir. Néanmoins, les défis sont énormes pour le gouvernement démissionnaire actuel qui n'a toujours pas mis en œuvre les réformes requises par les pays donateurs et la communauté internationale sur qui il compte justement pour cette reconstruction. L'Iran a annoncé ce vendredi avoir mené avec succès un lancement spatial, le dernier en date de son programme controversé qui viserait selon l'Occident à développer son arsenal balistique. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, marqué par la guerre entre Israël et le Hamas dans l'enclave de Gaza et un fragile cessez-le-feu au Liban. Lors de précédents lancements de missiles spatiaux iraniens, les États-Unis ont accusé l'Iran de violer une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Washington a exhorté Téhéran à s'abstenir de toute activité impliquant des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Să declar clar și precis, războiul din Ucraina trebuie să înceteze urgent. Pentru mine este strategia păcii, nu strategia războiului. Mai mult de atât, am văzut ieri cum prin manipulare au fost scoși tineri în stradă. Așa cum i-a scos în stradă, așa îi va scoate și la război. Și nu știu dacă sunt pregătiți părinții să-și trimită copiii la război și să nu se mai întoarcă. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO și Uniunea Europeană. Fals. Nu am spus acest lucru niciodată. Am spus însă că vreau să negociez și vreau să pun interesul național pe primul loc, pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român, indiferent unde te afli în orice club. A venit vremea ca destinul și drepturile națiunii române să fie respectate. A venit vremea să înțelegem că destinul și drepturile națiunii române sunt eterne. Un scrutin gelé à la dernière minute. L'élection présidentielle en Roumanie, dont le second tour devait se dérouler ce dimanche, a été annulée par la Cour constitutionnelle vendredi sur fond de suspicion d'ingérence russe. Il faut désormais que l'intégralité du processus électoral recommence. Le candidat d'extrême droite Călin Georgescu, qui a remporté une victoire surprise au premier tour avec 23% des voix, a qualifié cette décision de coup d'État et de violation totale de la démocratie. Il a également décrit l'état de droit du pays comme étant dans un coma artificiel. Sa rivale au second tour, Elena Lasconi, a qualifié cette annulation d'illégale. Elle a ajouté que la décision de la Cour ramène la Roumanie au jour sombre du communisme. Le président sortant, Klaus Iohannis, a exhorté les Roumains à respecter la décision de la Cour et a annoncé qu'il resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu. Retenez bien cette date du 6 décembre 2024. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé un coup d'État judiciaire tout près de chez vous. Je veux parler de la Roumanie. Un État d'Europe, membre de l'Union européenne, démocratique, qui a eu un premier tour d'élection présidentielle dont le résultat a été inattendu puisqu'on a vu arriver en première place un candidat nommé Călin Georgescu, ou Gheorghiescu, qui était chrétien, orthodoxe, conservateur et hostile à l'OTAN et au globalisme. Dans le deuxième tour, il était crédité d'une large avance sur le numéro 2, une candidate pro-européenne. Qu'a fait la Cour constitutionnelle de Roumanie? Elle a simplement annulé le premier tour des élections, c'est-à-dire annulé des élections. Sous quel prétexte? Sous le prétexte que Călin Georgescu a été propulsé par une campagne de propagande sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, qui aurait porté des traces d'ingérence étrangère. On veut bien entendu parler de la Russie. Or, voici, des gens se sont penchés sur les documents des services secrets roumains qui allèguent de cette influence étrangère, de cette ingérence, et puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ici, je me base sur les recherches qu'a faites Arnaud Bertrand, qui est l'un des commentateurs les plus aigus et les plus fiables des affaires internationales aujourd'hui. Eh bien, on découvre que d'abord, cette campagne touche à
25 000 comptes TikTok environ. 25 000 comptes TikTok dans un pays de 30 millions d'habitants, c'est quand même pas énorme. Il n'y a pas de quoi renverser la vapeur. Ensuite, seul un tout petit nombre de ces comptes a eu, disons, une activité générant suffisamment de vues pour être significatif. Mais les documents produits ne donnent aucune information sur l'impact réel de ces comptes, sur par exemple les interactions, sur le taux de réaction, etc. Donc nous ne pouvons que supposer que cette campagne a eu un effet. Il n'y a pas non plus de preuve, aucune preuve, que un pays étranger ait participé et manipulé cette campagne. Les paiements, cette campagne était payée, mais avec des paiements au taux standard du marketing sur réseaux sociaux. On a supposé qu'il y a eu des paiements illégaux après le premier tour. La personne incriminée l'a nié, donc il faudrait faire une enquête. Ensuite, le raisonnement qui a été suivi est en fait un raisonnement par analogie, c'est-à-dire que on a l'impression que ça correspond à l'action d'un acteur étatique, un petit peu comme les Russes auraient essayé d'influencer la campagne présidentielle en Moldavie, comme ils essaient d'influencer la scène politique en Ukraine. Des allégations, des analogies, c'est-à-dire on retombe sur La Fontaine. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et évidemment, on remonte avec ces analogies à la mère de toutes les suppositions complotistes concernant la Russie, qui est le fameux Russiagate de 2016, dont on sait aujourd'hui que c'était une invention de la campagne démocrate pour discréditer Donald Trump et qu'il était totalement inventé. Voilà comment on procède en Europe aujourd'hui, dans un pays d'Europe, pour tout simplement barrer la route à un candidat qui n'est pas celui du système. La Commission européenne a envoyé à TikTok une demande d'information urgente afin d'obtenir davantage de réponses sur le rôle de la plateforme lors du premier tour des élections présidentielles en Roumanie. La demande de la Commission est intervenue quelques heures avant que la Cour constitutionnelle roumaine n'annule les résultats de ce premier tour de scrutin. La demande a été émise ce vendredi et se base sur la loi sur les services numériques qu'elle est assortie d'un délai de 24 heures. The Commission has indeed sent to TikTok another request for information, this time asking the platform to provide comments to the issues raised in the intelligence documents that were declassified by the Romanian authorities, as well as information shared and actions undertaken by TikTok as a result of those issues. La victoire surprise de Călin Georgescu à la présidentielle du 24 novembre soulève des doutes sur une possible ingérence étrangère. Bien que le rapport des renseignements roumains ne nomme aucun pays, la Russie est fortement suspectée. La Roumanie se retrouve donc dans un chaos institutionnel, retardant l'organisation d'une nouvelle présidentielle. On vit vraiment une époque formidable, vous avez de la chance. Écoutez, quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la Cour constitutionnelle en Roumanie décide d'annuler le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, alors que le deuxième tour a déjà commencé pour les Roumains qui votent à l'étranger, sur la base de suspicion d'ingérence, on a quand même de quoi être, comme on dit dans le Midi, un peu estomaqué. Voilà. Mais l'Union européenne applaudit. Et c'est une bonne affaire. Parce que le résultat risquait une fois de plus d'être pas très bon. C'était pas ce que souhaitait Bruxelles. Alors, hop, on annule le premier tour et on reporte l'élection à une date qui est encore inconnue. Ça devient un peu une habitude. Donnez, l'Ukraine. L'Ukraine, par exemple, je vous rappelle qu'on aurait dû faire des élections en mars dernier pour renouveler le président de la République. On ne les a pas fait, il y a la guerre. C'est vrai qu'il y a des conditions exceptionnelles. Moi, je me souviens, par exemple, qu'on avait exigé en Irak, ou on avait exigé en Afghanistan, que pendant la guerre, il y ait des élections. Mais les principes, ça vaut pour les autres. La Géorgie, vous avez vu ? Pareil, le résultat n'est pas ce que l'Union européenne attendait et donc le Parlement européen a délibéré et a déclaré que les élections étaient illégitimes. Voilà. Et puis, on peut quand même s'arranger. Tenez, prenez une bonne nouvelle pour l'Union européenne. La Moldavie. La Moldavie, il y a eu un référendum pour savoir si les Moldaves voulaient rentrer dans l'Union européenne. Il y a eu d'abord la panique, parce qu'on attendait les résultats des Moldaves de l'étranger. Et les Moldaves qui vivaient en Moldavie, ceux qui connaissent malheureusement la réalité du pays, eh bien, avaient décidé à 54% de voter non. Heureusement,
grâce aux Moldaves de l'étranger, enfin plutôt grâce à ceux qui ont pu voter, eh bien le résultat a été changé. Puisque je vous rappelle que dans certains pays, on n'a quasiment pas ouvert de bureau de vote. C'est normal, c'est les Moldaves qui habitaient en Russie. Bref, il faut revoir le droit électoral. Moi, je trouve qu'il y a une formidable opportunité pour tous ceux qui éditent des manuels de droit électoral. Moi, les Dalloz et tout ça, à la poubelle. Désormais, il faut un manuel Made in Union européenne. Voilà. Quand c'est bien et que Mme van der Leyen est d'accord, on valide. Quand c'est pas bien, on annule. Quand on hésite, quand on a des inquiétudes, on repousse. Le droit électoral du XXIe siècle, c'est vraiment extraordinaire. Mais quel danger pour la démocratie. L'échec du président Macron résonne jusqu'ici en Belgique. Vous l'avez entendu. Mais comment peut-on se planter comme ça, comme président d'une des plus grandes nations d'Europe? Quel plantage industriel! Macron, le président des riches qui a gouverné contre son peuple. Macron, le président qui a augmenté l'âge de la retraite pour faire travailler les gens de plus en plus longtemps. Macron, l'homme qui a supprimé l'impôt sur la fortune pour faire agrandir les inégalités en France. Macron, qui a mené une politique autoritaire de répression contre le mouvement des Gilets jaunes, contre les organisations syndicales, à coups de matraque, l'autoritarisme européen. Macron, qui a décidé d'augmenter le budget militaire français à coups de milliards pour couper dans les dépenses sociales. Voilà le président Macron que vous avez beaucoup été applaudir lorsqu'il a été élu. Quel échec flagrant de l'élite européenne. Ah, regardez, regardez, je le dis à toutes les couches populaires françaises, la droite en Belgique a peur aussi. Elle a peur aussi, écoutez-la, écoutez-la. Évidemment, alors qu'on est dans un pays majeur de l'Union européenne, l'instabilité est présente en France, en Allemagne, et le débat est inexistant sur les bords de la Chambre. C'est incroyable. Mais vous vous cachez les yeux. Vous ne voyez pas la réalité aujourd'hui. Et vous avez raison de faire le lien, Monsieur le Premier ministre, avec toutes les mesures d'austérité que l'Arizona veut faire ici en Belgique. Augmenter effectivement l'âge de la retraite, sanctionner de plus en plus les pensions des fonctionnaires, la répression, etc. C'est ça qui a pété à la figure. Et j'ai envie de dire à la classe ouvrière, aux couches populaires françaises, merci de votre combat. On va s'en inspirer ici en Belgique pour résister à nos gouvernements à venir et à la droite à venir. Bravo les camarades. Si on regarde ce qui s'est passé, comme vous le rappelez, Claude, quand on voit ce qui s'est passé depuis un an, en particulier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a annoncé qu'on allait dans le mur, et bien maintenant on y est. Donc le problème, c'est qu'à l'époque où il a commencé à l'annoncer, peu de gens acceptaient de l'entendre. Il faut bien le dire, et ça, c'est toujours le problème auquel on est confronté dès qu'on commence à essayer de comprendre véritablement ce qui se passe et à le décoder. Alors, Marc Toiti, c'est un économiste, mais c'est aussi quelqu'un qui a son propre site. Hein, et peut-être qu'on pourra en dire un mot quand même. Oui, avec plaisir. Pour commencer. Oui, c'est Marc Toiti TV, donc voilà, ma chaîne YouTube, ce qui est devenu dramatique dans notre pays, qu'on adore tous évidemment, hein, parce qu'on a de la peine de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que quand on dit la vérité, on est perçu justement comme complotiste ou, ou autre. Alors c'est pour ça, moi, sur mon site, je montre tout ce que je dis, j'ai des graphiques qui sont sourcés, donc c'est des chiffres de la Banque de France, de l'INSEE, etc., du FMI et autres. Donc c'est important justement de visualiser, parce que le drame, c'est que quand on ne visualise pas, justement, on peut dire ce qu'on veut, on ne peut pas vérifier de ce qu'on dit. Là, tout ce que je dis, je le montre également sur des graphiques donc réalisés sans trucage. Et c'est vrai que c'est important parce que on se doit, je pense, c'est une sorte d'honnêteté intellectuelle, on se doit de dire la vérité. Et moi, j'en veux aussi pas mal à mes confrères économistes, parce que eux, justement, pour avoir des petits avantages ou des passe-droits, etc., là, ils étaient prêts à dire tout et n'importe quoi. Notamment sur la dette publique, pour défendre le fait que d'augmenter cette dette publique, c'était une catastrophe. Et on me dit non, mais vous inquiétez pas, la dette publique, ça coûte rien, on la remboursera jamais, tout va bien. On ne la remboursera pas. C'est les générations futures qui paieront, etc. Stupidité. Exactement. Et je me souviens d'une réunion à Bercy, on va en parler, je pense, mais justement, il y avait Bruno Le Maire, puis d'autres économistes, où je disais, il faut arrêter maintenant. C'était en 2021, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Parce que bon, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde, donc pourquoi pas. Mais là, en début 2021, ça y est, il faut arrêter. Et là, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils sont sautés dessus. Et j'aurais dit, attention, les taux d'intérêt vont augmenter. Ils m'ont ri au nez, hein, mais non, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, tout est sous contrôle.
Regardez où nous en sommes aujourd'hui. L'heure de retrouver Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors on en parlait dans les journaux, l'Europe qui s'est réjouie hier de la signature de l'accord commercial du Mercosur signé avec les pays d'Amérique du Sud. C'est Ursula von der Leyen qui a conclu elle-même cet accord malgré l'opposition notamment de la France. Une décision selon vous Alexandre révélatrice de la dérive autoritaire de l'Union européenne. Oui Lénaïque, on peut parler de coup d'état bureaucratique de l'Union européenne car Ursula von der Leyen, qui rappelons-le n'est qu'une fonctionnaire dépourvue de toute légitimité démocratique, a agi seule au mépris de la volonté affichée par le gouvernement français. Et ce alors même que ce dernier se débattait avec une crise politique dont les causes profondes ne sont pas sans lien avec la dépossession de notre souveraineté par l'Union européenne. Cela en dit long sur la construction de l'Europe. L'UE n'est pas ou n'est plus une union d'États-nations, c'est une entité administrative ou juridique, adémocratique et sous influence germanique. Car en n'ont pas douté, l'industrie allemande sera la grande gagnante de cet accord, tandis que nos paysans, poignardés dans le dos, en seront les principales victimes, ainsi que l'économie française tout entière, qui va encore voir le déficit de sa balance commerciale s'aggraver. À qui la faute, Alexandre ? Les eurodéputés de la droite et du centre dénoncent la responsabilité de ceux qui ont choisi de faire chuter Michel Barnier à un moment, selon eux, aussi crucial pour le pays. Il est vrai que la Commission européenne, dont il faut saluer le sens de la solidarité, a profité des difficultés françaises pour accélérer la signature. Mais la vérité est qu'il fallait se réveiller bien avant. La fronde des agriculteurs a débuté il y a 1 an. C'est à ce moment-là que le gouvernement français aurait dû entamer un véritable bras de fer avec la Commission européenne. Rappelons aussi que les négociations sur le Mercosur ont commencé en 1999, au moment même où un certain Michel Barnier devenait pour la première fois commissaire européen. Il le fut encore plusieurs fois par la suite, ainsi que ministre de l'Agriculture. Durant un quart de siècle, il a donc eu tout le loisir de s'opposer au traité. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Par européisme BA, ce même européisme BA qui a été l'une des sources de son échec au gouvernement. Car c'est bien guidé par la feuille de route de Bruxelles, qui a placé la France en procédure de déficit excessif, que Michel Barnier a pris la décision aberrante pour un Premier ministre de droite d'augmenter les impôts de 40 milliards. Et alors, au-delà de Michel Barnier, Alexandre, est-ce que la France paie l'européisme de ses élites ? Oui, un européisme naïf qui les a conduits à ignorer les intérêts de la France au nom d'une prétendue solidarité communautaire qu'ils étaient les seuls à respecter. Le Covid, qui a fait apparaître notre dépendance, a sonné le début d'un timide réveil. Mais il est bien tard, et notre industrie, comme notre agriculture, ont presque disparu. Maigre consolation, la France conserve pour le moment sa souveraineté sur Notre-Dame. Ursula von der Leyen, qui devait être présente ce week-end, a été désinvitée. Signant l'accord de libre-échange avec le Mercosur, Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, humilie la France, piétine la France, et commet un coup d'État institutionnel. Le choix est simple. Soit notre pays se couche et nos agriculteurs vont crever, soit la France réagit et effectue la politique de la chaise vide, comme l'avait fait le général de Gaulle en 1966, c'est-à-dire suspend toute participation française à toutes les institutions européennes tant que la Commission n'est pas revenue sur cet accord. Le choix est simple, entre la soumission et l'indépendance du pays, entre l'obéissance servile à des intérêts étrangers ou la liberté de la nation. Maintenant, la France est au pied du mur. Regardez, aujourd'hui, vous avez 3 dossiers. Là, le Pfizergate, le parquet européen, fait l'obstruction pour que ce soit reporté dans l'espoir que ce soit enterré. On a appris il y a 1 heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, que l'élection en Roumanie était annulée par la Cour constitutionnelle roumaine à 3 jours du second tour, parce que le candidat qui allait gagner dans les sondages est anti-Union européenne, anti-OTAN. 3, Ursula vient de signer le Mercosur en Amérique du Sud. La même journée. 3 décisions qui montrent quand même ce qu'est l'Union européenne, enfin l'horreur de l'Union européenne. Oui. Un coup d'État sur l'agriculture, un coup d'État en Roumanie, et là un coup d'État sur Pfizer, sur le Pfizergate. Ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'était l'Union européenne, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Il faut s'acheter des très grosses lunettes, parce que ça devient quand même extrêmement clair. Ça ne veut pas dire qu'on doit désarmer face à ça, au contraire, on doit se battre encore plus. Mais la seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne. Je crois que ça renforce cette idée-là. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne le plus vite possible pour détruire l'Union européenne. Christine Lagarde a donné une interview au Financial Times, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez consternant. Oui, puisque la patronne de la BCE s'inquiète évidemment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et surtout des intentions de Donald Trump en matière de guerre commerciale. Le futur
président américain, a donné une fourchette entre 10 et 20% d'augmentation des droits de douane sur tous les produits, ce qui risque évidemment de ne pas arranger les pays d'Europe qui exportent vers les États-Unis. Du coup, la patronne de la BCE a trouvé une réponse. Eh bien, on n'a qu'à discuter, on n'a qu'à faire du donnant-donnant. Alors, ça veut dire quoi du donnant-donnant de la part des dirigeants européens, que ce soit la patronne de la BCE ou celle de la Commission européenne? Donnant-donnant, ça veut dire généralement on va sacrifier les intérêts français pour sauver les exportations allemandes. Et là, bingo, c'est exactement ce qui se passe. Oui, puisque la patronne donc de la BCE, Christine Lagarde, cette grande visionnaire qui en 2009 voyait la fin de la crise financière, nous explique donc que ce qui serait bien pour éviter de rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis, ce serait d'acheter du gaz naturel liquéfié à Donald Trump et des armes. Bah oui, l'industrie de défense après tout. Pourquoi est-ce qu'on irait défendre les industries de défense européennes? Non, il n'y a qu'à se fournir aux États-Unis. D'ailleurs, ça tombe bien. C'est ce que font déjà une bonne partie des pays européens. Quant au gaz naturel liquéfié, de toute façon, Ursula von der Leyen s'est précipitée dès l'annonce de l'élection de Donald Trump pour lui garantir que l'Union européenne achèterait le gaz américain que, évidemment, notre sympathique voisin d'outre-Atlantique nous vend très cher, 4 fois plus cher que ce que l'on vend aux entreprises américaines, bien sûr, sachant que nos entreprises européennes payent déjà leur énergie 3 fois le prix des entreprises américaines. Bref, Christine Lagarde, dans cet entretien, s'inquiète de la baisse de la croissance européenne. Alors en fait, ce n'est pas une baisse, c'est carrément les bas-fonds. On a sorti les tractopelles et qui sait, on va peut-être finir par trouver du pétrole. Mais simplement, ça fait très longtemps que la croissance européenne est plus qu'atone. Heureusement, la patronne de la BCE s'en inquiète et commence à se dire que c'est un danger plus important peut-être que l'inflation. Le problème, c'est qu'évidemment, dans les traités européens, le rôle de la Banque centrale européenne, c'est de contrer à tout prix l'inflation, mais pas du tout de s'occuper de la croissance, du chômage. C'est d'ailleurs pour ça que, depuis plus de 20 ans, la politique monétaire de la Banque centrale européenne consiste à utiliser l'emploi comme variable d'ajustement pour éviter à tout prix l'inflation. Bref, on va continuer à produire les mêmes politiques absurdes, les mêmes erreurs, et on va le faire dans la joie pour surtout éviter ce qui serait le pire au monde, une guerre commerciale. Ah, alors en fait, Christine Lagarde et Ursula von der Leyen ne sont peut-être pas au courant, la guerre commerciale a déjà commencé. La Chine la pratique depuis très longtemps et aux États-Unis, ce n'est pas Donald Trump qui l'a lancée, ce sont les démocrates américains, notamment avec l'IRA, c'est-à-dire avec une politique qui consiste pour les Américains à produire sur leur sol. Mais évidemment, l'Union européenne, biberonnée à une politique de flux et d'exportation parce que c'est le modèle économique allemand et néerlandais, n'a aucune intention de favoriser la production dans toute l'Europe. Ce qui compte, c'est uniquement la production allemande. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.